Alors, je remercie le public d'être là, malgré les inconvénients de transport que nous connaissons tous en ce moment. Alors, cette rencontre, cette causerie est organisée par le Parlement des écrivaines francophones, qui a été créé à Orléans en 2018 et qui réunit maintenant, je crois, près de 200 écrivaines un peu partout dans le monde. Et notre causerie d'aujourd'hui se situe dans la suite de l'événement qui a eu lieu à Montréal dans le cadre du Festival Métropolis Bleue en avril 2024 et dont les textes, les actes ont paru dans ce livre qui s'appelle « La francophonie au féminin, un espace à inventer », publié chez Mémoire d'Encrier en novembre dernier. Donc c'est en écho à cet événement que nous proposons aujourd'hui cette causerie qui a comme thème « Que peut l'écriture au féminin ?» ou plus particulièrement « Écrire pour dire ce qui est tu ». C'est une phrase qui a été prononcée par l'écrivaine d'origine belge Geneviève Damas au cours du festival de 2024. Et c'est cette question que nous avons posée que nous allons débattre, que nous allons explorer aujourd'hui en présence de Marielle Anselmo, qui vient directement de Paris pour être avec nous, Denise Deshôtels, qui était déjà là. De la vie Christophe Colomb. Louise Dupré, Flavia Garcia, Diane Régimbal et moi-même qui avons organisé cette rencontre. Elle-même, Lise Gauvin. Et moi-même, oui, c'est ça. Et donc, il s'agira d'ouvrir à des passages de création. On va se demander pourquoi écrit-on, si ce n'est que pour aller au silence même de ce qui se meut dans nos filiations. Qu'est-ce qui es-tu? Et comment s'ouvre dans nos écritures le champ de l'intime et l'ouverture aussi à l'altérité et aux quêtes de soi. Alors, c'est ce que nous allons explorer avec vous en votre présence. Alors, Diane, tu continues? Oui, je vais continuer. Alors, avant de présenter chacune qui sont ici ce soir, moi, je pars d'une citation de Maria Zambrano, qui est une philosophe espagnole que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis tombée là-dessus, les hasards n'étant pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est vrai, mais ce qui ne peut pas être dit doit être écrit. Aujourd'hui, on va échanger justement autour de l'influence des écritures de soi sur les écrits des femmes de ce qui est tu, comprendre qui nous sommes, le monde caché qui nous habite et comment nous l'habitons de l'intérieur. Comment l'écriture traverse cette mise à nu qui demande de prendre des risques. Alors voilà, en résumé, quelques propos pour partir notre discussion. Alors, on commence à présenter oui, nos c'est amis. ça. Moi, j'ajoute une citation de Marguerite Yourcenar qui dit « Il ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus, mais il faut sourire parce que cela a été. » Enfin, il y a plusieurs citations qui pourraient nous inspirer. Et nous allons commencer tout de suite avec l'intervention de Marielle Anselmo, qui est enseignante, critique et poétesse. En fait, elle se dit poétesse. En France, on a des poétesses et nous avons des poètes. Professeure agrégée de lettres modernes, elle enseigne à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris. Et parmi ses activités critiques, elle a contribué à divers collectifs et en particulier à diriger l'ouvrage « Traduire le rêve » aux presses universitaires de Seinan, au Japon. Et en poésie, elle est l'auteur de plusieurs livres d'artistes ainsi que des recueils Une nuit, publiés aux éditions Les Arêtes en 2017, Jardin, Tarabuste en 2009 et Vers la mer aux éditions Unicité en 2022. Et alors, Marielle, je vais d'abord te demander de nous dire comment tu présenterais ton livre et qu'est-ce que
Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce livre-là, Vers la mer? On va parler de son dernier livre, Vers la mer, qui est celui-ci, et qui est, c'est ça, un recueil poétique. Alors, est-ce que tu veux nous le présenter? Dans tes mots, c'est une invitation au voyage? C'est comme ça que le préfacier le présente. Oui, c'est vrai. C'était pas conçu comme ça. Alors d'abord, je voudrais vous remercier, Lise, Diane, pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici, d'être avec vous, cette pléiade d'écrivaines québécoises. Et vous êtes une vraie pléiade, vous brillez dans le ciel. Et je suis très heureuse d'être ici. Je suis très heureuse de découvrir Montréal, que je ne connaissais pas. Et de découvrir ce qui est pour moi un nouveau monde, très, très différent de la France. Et j'ai déjà plein d'impressions. J'en ai eu déjà dans l'avion. Dans l'avion, j'étais déjà à Montréal quelque part. Et voilà, on en parlera. Enfin, Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci Diane. Il faut dire pour le public que nous avons l'habitude de nous voir à Paris pendant le marché de la poésie, rituellement chaque année, que nous nous connaissons depuis des années maintenant. Et que voilà, je suis très heureuse d'être ici avec vous et de faire le voyage cette fois, plutôt que vous ne le fassiez vers la France. C'est un honneur pour moi. Alors, Vers la mer, je ne l'ai pas du tout conçu comme une invitation au voyage, mais simplement c'était l'écho de mon séjour au Japon. J'ai vécu, travaillé pendant 2 ans au Japon, et voilà, c'est les notes que j'avais prises, que j'ai transformées en livres, enfin transformées, ce que je fais toujours, hein, ce que vous faites, ce que nous faisons tous, noter et puis transformer, et essayer de restituer donc quelque chose de mon expérience du Japon. On le dit souvent, et c'est peut-être pas juste un cliché, mais le Japon, c'est quand même, en tout cas ça a été pour moi, l'expérience d'une altérité radicale. C'est-à-dire que j'étais confrontée à un monde incompréhensible, dont je ne pouvais déchiffrer les codes des comportements. C'était pas juste une question linguistique, mais en même temps j'étais totalement émerveillée par ce monde sublime, et voilà, j'ai essayé de le restituer dans ce livre. Et parallèlement à ça, ce ne sont pas juste, juste, si on peut dire juste, des paysages ou des impressions, mais pour moi, symboliquement, c'était quitter le monde méditerranéen d'où je viens, auquel je suis très attachée, pour aller vers un monde totalement inconnu. Et ça, c'était aussi une expérience de déplacement radical. Par exemple, quand j'arrive à Montréal, je suis déplacée, évidemment, parce que je vous disais justement, je sens bien qu'on parle français, mais on n'est pas en France. La mentalité est complètement différente. Je suis déplacée, mais je ne suis pas choquée. Tu n'es pas dépaysée, presque. Voilà, pas autant. Alors que, non, enfin, presque. Oui. Alors que le Japon, c'est vraiment, on ne peut même pas parler de dépaysement. Enfin, c'est une planète. Voilà, c'est un autre monde. Alors, ça peut s'expliquer par plein de choses historiques différentes. Par exemple, on parle souvent de la fermeture pendant 3 siècles du Japon. Voilà, c'est un monde avec ses codes très difficiles à déchiffrer. Et quand je suis partie, au bout de 2 ans, j'avais l'impression que la porte commençait à s'entrouvrir, que je commençais un petit peu à comprendre. Mais je n'en étais qu'au début, il aurait fallu que je reste plus longtemps. Est-ce que tu as l'impression, Marielle, que le silence qui prend autant de place que les mots dans ce projet d'écriture a été créé par cette influence, autrement que l'amour disparu, la mort et tout ça dont tu parles? Non, parce que en fait, j'avais commencé avant à écrire comme ça, et c'est assez drôle, hein, parce que je ne pensais pas du tout aller au Japon, et ça s'est fait comme ça. Et quand je lisais les poèmes que j'ai écrits, qui sont au début, on m'avait déjà parlé de haïku, alors que ce n'était pas du tout mon inspiration. Je dis souvent, moi, mon inspiration, mon idéal, c'était d'être une poétesse arabe. Et en fait, c'est-à-dire, j'ai grandi dans le monde arabe en Tunisie, je suis très
influencé par des lectures de poètes arabes, etc. Et le résultat, c'est des poèmes japonais. Mais D'ailleurs, c'est un genre particulier. On te compare, toujours le préfacier. Alain Borer. Oui, c'est ça, Alain Borer. Il dit que tu es inspiré d'un genre enfin, assez mixte qu'il appelle, c'est le kabuki, je sais pas trop, avec à la fois la danse, le silence, les mots, etc. Alors ça, j'y avais pas pensé, honnêtement, au kabuki, qui est une forme théâtrale. Hein. Oui. Non, mais en vous parlant, en vous répondant, je me rends compte qu'il y a cette mixité. Je viens de comprendre tout à coup pourquoi je dis toujours que ma poésie, c'est une forme de minimalisme lyrique, ce qui serait un oxymore. Mais justement, la partie lyrique, c'est la partie arabe en moi, et le minimalisme serait plutôt... irait vers le Japon. Oui. Et effectivement, il y a cette tension dans ce que j'essaye d'écrire tout le temps entre un intérieur lyrique, mais qui ne peut plus s'exprimer aujourd'hui dans les mots du lyrisme, et des formes plus... alors minimalistes n'est pas le mot, mais plus condensées, oui, plus proches du silence, de la disparition. D'ailleurs, il y a aussi toute une thématique de la langue. Dans le livre, tu y reviens souvent. En fait, tu te dis inconnu dans la langue. Parfois, tu dis je vais où je n'ai pas de mots. Tu dis, enfin, le je se présente comme quelqu'un qui cherche sa langue. Et voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta relation aux langues, parce que tu as fréquenté déjà plusieurs langues, tu es toi-même multilingue, et cette quête de langue dans tes poèmes, comment tu pourrais la résumer, ou en tout cas la préciser, ou l'expliquer, ou la dévoiler? Merci Elise, parce que c'est une très bonne question, mais effectivement, cette question, elle était déjà présente dans mon premier recueil. Et je ne sais pas ce que j'appelle la langue, au fond. Mais cette recherche de la langue, c'est celle qui nous habite et nous traverse toutes ici. C'est évidemment pas la langue nationale ou la langue... c'est peut-être que ce que j'appelle la langue, c'est la voix du poème, justement. C'est cette voix secrète que nous cherchons. Oui, tu dis, j'écris dans la langue et hors de la langue, j'écris sans écriture. Alors, tu as une écriture, on pourrait dire une écriture blanche, une écriture... Voilà. Mais à ce moment-là, si tu veux, et par rapport aussi à la citation que tu as faite, c'était, là pour le coup, je parlais de la langue française, je le dis même à un moment, c'est que le choc du Japon a été si violent en moi que j'ai cru que j'allais en perdre la langue. Et de fait, j'ai eu cette sensation très étrange de n'avoir personne à qui parler, puisque personne ne pouvait me comprendre en français, que parler anglais ou autre, c'est quand même pas la même chose. Et donc j'ai été privée de l'usage de la langue. Alors pas complètement, parce que j'étais à Fukuoka, il y avait quand même un institut français des francophones, et j'étais censée enseigner le français à mes étudiants japonais, donc nous échangions, mais il y avait quelque chose qui avait complètement disparu. Et du coup, j'ai eu l'impression que je perdais la poésie aussi, puisque je perdais l'usage de la langue. C'est pour ça que j'écris sans écriture. C'est-à-dire, j'avais le sentiment à ce moment-là que je ne faisais que prendre des notes à distance, et qu'il n'y avait plus le souffle, le rythme de l'écriture. Et si on revient au titre, c'est vers la mer, mais ce qu'on entend aussi, on peut entendre vers la mer en un seul mot, ou la mer avec un accent grave. Et il y a le passage de la mer aussi dans la mer. Est-ce que tu pourrais parler de ce titre, Alors, de quelle mer tu parles? Alors, dans ce qui est tu, parce que l'on est là pour ce qui est tu. C'est la mer. Tu dis, vers la fin, toute la fin, dans les bras de qui tomber quand il n'y a plus personne? Non, pas ma mère, non. C'est ça. Et ça, pour moi, ça a été un tremblement ici de... Page 101.
103. Oh là là, vous m'avez bien lu, je suis confuse. Je me sens coincée, vous êtes dehors. Non, mais Non, vous avez vous m'avez précédé. Ouais. En fait, je crois que c'est pas vers la mer. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce titre. Ah si, je vais vous dire pourquoi. Ça me revient. Mais c'est plutôt perdre la mer. Parce que c'est perdre l'origine, ce que je disais, le monde méditerranéen. Et ça aurait dû s'appeler vers l'océan plutôt. Parce que je perds la mer pour aller vers l'océan, ce monde immense que vous avez l'habitude de fréquenter, plus que nous, pauvres Méditerranéens, Méditerranéennes, autour de notre petite flaque qu'est la Méditerranée par rapport aux océans. Mais non, mais c'est ça, c'est plus vers l'immense. Et le titre m'est venu parce que, justement, avant de partir au Japon, et je n'avais à ce moment-là aucune intention de partir au Japon, j'ai travaillé sur la première section qui évoque la Méditerranée plutôt, mais avec des musiciens contemporains qui m'ont fait découvrir le grand compositeur japonais du XXe siècle, qui est mort maintenant depuis, qui s'appelle Toré Takemitsu. Et Takemitsu a un morceau que j'adorais, qui s'appelle Vers la mer. En japonais, c'est très beau, c'est juste Umi e. Et en fait, ça vient de là. Mais vraiment, à ce moment-là, le Japon n'était pas du tout dans mon esprit. C'est une succession de hasards qui ont fait que je me suis retrouvée au Japon. Bon, pour poursuivre après, moi je souligne simplement un vers qui m'a étonnée, qui m'a vraiment interpellée. Tu écris le mot solitude et ensuite tu mets en dessous force et un autre mot né. C'est assez. À mon avis, disons que ça fait rêver, quoi. Solitude, force. Peut-être que ça résume en 2 mots ce livre et l'expérience que j'ai vécue, c'est-à-dire de me retrouver aussi radicalement seule. C'est à la limite de la folie. C'est forcené. Mais en même temps, c'est la force de la naissance ou de la renaissance. Merci. Non, mais merci à vous. Merci Marielle. Alors, je vais vous présenter Denise, qui a fait paraître plus de 50 recueils de poèmes, récits, livres d'artistes, qui lui ont valu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Athanas David et le prix européen de littérature francophone Jean Hart, le prix Apollinaire en 2022 pour Disparaître, recueil écrit autour de 11 œuvres de l'artiste Sylvie Coton, à l'herbe qui tremble et au Noroît, ici au Québec. Elle est la première québécoise publiée dans la collection Poésie des éditions Gallimard. Et en 2025 paraissait Elle, Ulysse, au Noroît, avec des œuvres de Stéphanie Béliveau. Alors, ce livre ici, qui est vraiment un livre magnifique. Et donc, ma chère Denise, bonjour. À partir de ce livre-là, où tu évoques tant de silence, de solitude, de relations mère dévorante, fille esselée. Alors, cette solitude, elle est là, hein, cette fille esselée. Tu diras une solitude dans une autre, jusqu'à l'infini de l'écho, qui m'a fait penser à Geneviève Blais, avec une histoire dans une histoire dans une, où il y a vraiment cette dévoration de la mère. Que je mets en exergue. Oui, exactement. Alors, est-ce que tu aurais envie de nous dire des choses sur ce qui es-tu et que tu es arrivé à travailler dans ce texte-là malgré tous les autres que tu as travaillé sur la mer? Tu as raison de revenir sur les autres parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est le mien, en fait. Oui. C'est ça. Ce qui es-tu, ce qu'on ne doit pas dire, les non-dits, tout ça, c'est mon travail d'écriture depuis le début. Je vais faire comme j'ai 2 petites citations que je trouve intéressantes. La première, c'est Hélène Sixou qui avait parlé il y a déjà quelques années à l'heure bleue sur France Inter et qui avait dit « La littérature doit aller où il ne faut pas, où on ne veut pas. » Et justement, c'est là qu'il faut aller. Ouais. Et puis même si c'est une table ronde au féminin, j'aurais le goût de citer Philippe Roth, qui disait à Libération en 2007
quand un écrivain naît dans une famille, c'en est fini de cette famille. Alors, je dirais que ça me concerne aussi un peu. Et il y a des choses que j'ai dû attendre pour écrire, enfin, plus directement, à cause justement de ça. C'est-à-dire que même si on dit qu'en littérature, je est un autre, qu'on transforme, comme tu le disais tout à l'heure, que on n'est pas là pour faire de l'autobiographie, il reste que si on travaille sur un thème comme celui-là, sais-tu, ben, c'est pour faire apparaître quelque chose qui, au départ, nous concerne. Et je vivais dans un monde petit, opaque et fermé, où on ne pouvait rien dire. Alors, ni les pensées, ni les passions, à peine pouvait-on les regarder ou les voir, les entrevoir. Donc, c'est devenu mon sujet, disons. Alors, et ça, quand, avec le temps, on prend conscience de cette absence de contact, bien évidemment, c'est une solitude, une première, puis on entre dans une seconde, une troisième, etc. Alors voilà, donc c'est ça que j'ai travaillé de livre en livre, en essayant de l'aborder. Je pense même, ben, les Québécois savent que j'ai travaillé avec Louise Vigée, entre autres, où Louise Vigée est une artiste québécoise qui a fait une grande robe de cintre, presque 1300 cintres de bois, avec un centre, un corsage qui est cylindrique, et à l'intérieur, il y avait ma voix, mon texte, sur ce qu'on avait appelé au départ, qu'on a travaillé sur l'innommable. Alors, ce qui peut être nommé, mais ce qui aussi peut être choquant ou méprisable, ou enfin tout ça. Et effectivement, j'abordais ces questions-là et je m'étais permis dans le studio d'enregistrement d'aller très loin, presque dans une espèce de côté mordant. J'avais rendu mon texte plus mordant dans les faits qu'il ne l'était au départ, je crois. Je m'étais donné cette permission-là, disons. Alors, de mordre. De mordre, d'aller là où moi-même, au départ, j'aurais même pas cru pouvoir aller, disons. Avec le temps, j'ai retravaillé ce thème-là, en élargissant, évidemment, puisque dans ce petit monde qui était le mien, où on n'avait même pas le droit de dire que mon oncle, à haute voix, était protestant. Il fallait le dire tout bas. Il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait dire. Alors, c'est en voyant le monde s'ouvrir tout à coup, avec l'idée que j'avais envie qu'il m'appartienne, ce monde-là, c'est là que ça s'est ouvert. C'est là que j'ai eu envie de voyager. Et le voyage est entré, et l'autre, et le voyage et l'autre, par le fait même, sont entrés dans mes textes. Si on revient à elle, Ulysse, bon, pour les gens qui ne sauraient pas, j'ai féminisé Ulysse, j'ai fait de Pénélope sa mère, donc je reprends les mêmes questions en essayant de les vivre autrement, en allant jusqu'à l'espoir de la part d'Ulysse, d'une réconciliation avec la mère, de pouvoir dire j'aime, enfin j'aime, sans que ça soit trop forcé, sans s'entendre dire, justement, que ça devienne un écho. Est-ce que tu as eu l'impression que cet entendre dire, parce qu'on l'entend bien dans ton livre, ça, vraiment, que la poète a envie, cette Ulysse-là a envie de l'entendre écrire ça, je t'aime. Ouais. Et là, je me suis dit, est-ce que ça va jusqu'au pardon, ça? Où ça va exactement? Parce que c'est quand même très, très fort, ça, dans cette blessure-là, d'arriver là. Je pense que ça reste encore de l'ordre du désir. Okay. Je ne crois pas que... Oui, je crois que c'est encore de l'ordre du désir, mais le maître, peut-être que ça vient justement, comme je l'ai souvent dit, peut-être inconsciemment, si je me suis permis de féminiser Ulysse, c'est que Hélène Cixous avait quand même écrit « Homère est morte », elle qui avait adoré sa mère et qui en avait fait une Homère. J'avais lu le livre avec beaucoup d'envie. Je me disais, mais c'est extraordinaire de pouvoir se dire qu'on porte en soi cette femme qu'on a adorée, disons. Je me disais même comment Mouchkine peut vivre avec elle, tellement il n'y a plus d'espace pour l'amoureuse. L'amoureuse est la mère. Alors, et puis, bon, j'ai lu aussi d'autres livres, vos livres, où la mère est présente, et elle est aimée, elle est aimée, nommée comme aimée. Donc, je sais que j'ai aimé ma mère aussi. Mais comme elle m'avait défendu
de dire ce qui était vraiment le fond de moi, ben, le jour où je me suis mis à le dire, j'ai oublié que je l'avais aimé un jour. Vraiment, c'est ça l'histoire. Mais qu'est-ce qui... Moi, je pense que dans ce livre-là, vraiment le sujet, c'est la mère. Et quel est l'événement qui t'a porté, qui t'a poussé à le dire aussi ouvertement, à dévoiler cette relation avec la mère qui est beaucoup plus visible dans ce livre-là que dans les autres. Là, tu y vas à fond, tu dis, si elle avait pu voler, avaler moi. Oui. Et puis tu dis aussi, oublie-moi, aime-toi ma mère, car ton Dieu, car ta gratitude me tue. Donc c'est vraiment la mère qui est le sujet central du livre. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a incité à Mais donc, dans d'autres dévoiler de mes ainsi? livres, Oui. elle était déjà présente, je Oui, dirais. mais là, c'est... Aussi crûment, ça a été nommé. Mais il y a un moment où, quand elle n'est plus là, il y a des permissions qu'on peut se donner. Il y a aussi que je pense, pour avoir reçu des mots, beaucoup de mots, depuis que je l'ai publié, je me rends compte que je ne suis pas la seule non plus. Qu'il y a quelque chose qui est... Parce qu'on peut se dire, oui, tout le monde aime sa mère, tout le monde est bien, la mère est parfaite. Bon, et c'est peut-être ça qui me retenait à un moment donné. Je pouvais en parler, mais je ne voulais pas, encore une fois, je ne veux pas travailler. Je veux faire plus de l'autofiction. Je veux que, travaillant cette partie privée, j'arrive à y rejoindre une sorte de vie humaine qui est comment dire, d'expériences humaines qui ne m'appartiennent pas qu'à moi. Mais là, ma mère est morte et il y a comme une liberté dans la langue que je peux me permettre. Mais je l'associe aussi à ce moment-ci précis à ce désir d'aimer aussi, de dire j'aime. Tu dis Pénélope, dans un lointain, hier est morte. Sa fille s'est alors mise à écrire insolemment. Et c'est cette insolence qui est vraiment si magnifique. Ouais. Ouais. Et tu dis autofiction, donc tu dirais que c'est un peu d'autofiction? Oui, ben, dès qu'on écrit puis qu'on veut faire de la création, si on veut écrire une autobiographie, peut-être que ça passe autrement. Mais moi, j'écris en me disant que c'est de l'écriture que je veux faire, que je veux trouver au fond de ce que j'éprouve, quelque chose d'éprouvable par d'autres que moi aussi. Et c'est là tout le travail d'écriture et qui implique une centaine d'étapes et de brouillons pour arriver à trouver les mots qui... Tu dis reprendre vie, avancer, dépister, déchiffrer l'extrême dénuement du futur, s'y insérer. Et c'est ça que je trouve beau par rapport à ce que tu as dit précédemment, c'est justement d'aller dans cet autre espace qui te permet justement de vivre. Oui, c'est beau. Ben c'est beau, c'est Oui, quoi? C'est très beau. Non, mais vous travaillez bien, Michel. On va passer à un autre magnifique livre et une auteure aussi extraordinaire qui est Louise Dupré, qui est poète, romancière, dramaturge, essayiste, etc. Elle a publié près d'une trentaine de titres qui lui ont valu de nombreux prix et distinctions, dont le prix Vénus Kurigata en 2018 et à 2 reprises le prix du gouverneur général du Canada 2011-2017. Parmi ses derniers livres, on peut mentionner les romans L'homme au camion, qui est publié en 2025, Théo à jamais, 2020 chez Héliotrope, et la republication de La peau familière, suivie de Chambre et bonheur aux éditions du Remue-Ménage en 2025. Et le recueil poétique Exercice de joie fait partie d'une trilogie qui a été publiée au Norrois et aux éditions Bruno Doucet avec Plus haut que les flammes et La main hantée. Alors voilà ce livre dont nous allons parler particulièrement aujourd'hui. Tu dis, est-ce que tu peux, en fait, moi j'ai une question très, très, très directe parce que dans L'homme au camion, tu révèles un secret dont tu n'as jamais vraiment parlé. Et là, je vais poser la question aussi, qu'est-ce qui t'a incité à aller vers ce grand secret? Bon, alors, j'en avais un petit peu parlé, mais
de façon très, 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 je dirais, discrète dans certains recueils de poésie, mais je n'en avais jamais parlé directement. Et je pense que c'est le temps, parce que le temps m'est compté. Et je me disais que je devais écrire ce texte-là sur mon père. C'est un récit sur mon père. Et ma mère est décédée, tout le monde est décédé. Je me suis dit, oui, c'est le temps. Et ce qui m'a incitée à l'écrire, c'est peut-être le fait de passer outre au désir de ma mère, qui a été que je ne l'écrive pas, ce livre-là. Mais je l'ai fait aussi pour ma famille, parce que je trouve que c'est très mauvais de vivre avec des secrets de famille. Bon, pour ne pas faire d'histoire, mon père s'est suicidé. Et ça a toujours été caché. C'était arrivé en 1981, à une époque où c'était honteux. Maintenant, on le voit très différemment. On le voit avec compassion. Mais à l'époque, on le voyait comme une honte, comme si la personne avait fait, ce l'était, un péché mortel. Alors, on vivait dans une ville, Sherbrooke, dans une paroisse où tout le monde se connaissait, tout le monde allait à la messe le dimanche et tout. Alors, on ne pouvait pas dire la vérité. Et on a recouvert le fait, on a dit qu'il était décédé d'une crise cardiaque et bon, on lui a fait des belles funérailles. Et on n'en a tellement pas parlé qu'à un moment donné, mon frère m'a dit un jour, il a dit, on a presque fini par croire que papa est mort d'une crise cardiaque. Et là, je me suis dit, c'est très mauvais ça. C'est très mauvais aussi pour nous, mais pour les enfants, pour les petits-enfants. Et il faut en arriver à ce qu'il y ait une sorte de vérité. Une vérité, pas la grande vérité avec un grand V, mais qu'il y ait une parole autour de ça. Et donc, je me suis mis à écrire ce texte-là. Et tu es allée donc dans la recherche des origines de ton père. Oui, ben, en fait, oui, je suis allée à la recherche des origines de mon père, mais il y a aussi autant... bon, j'ai eu des difficultés avec ma mère. La relation mère-fille n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait, mais j'avais peu de relations avec mon père déjà. Et j'écris peut-être, je voulais savoir qui était mon père, je voulais savoir pourquoi on n'avait pas eu de relation ensemble, qu'est-ce qui ne s'était pas construit. Parce qu'avec ma mère, j'avais une relation. Avec mon père, la relation ne s'est pas construite. Alors pourquoi? Je suis allée chercher dans les origines de la famille, pourquoi est-ce que lui et moi, c'est impossible? Et qu'est-ce qui l'a amené justement vers un désespoir qui a fait en sorte qu'un jour, il a décidé qu'il ne vivait plus. Mais c'est plus complexe que ça, là. Ce que je vous en dis, il y a ce secret-là que j'ai dévoilé, mais je pense que j'essaie quand même de donner un corps à mon père. Et j'essaie de l'appeler papa, dans le fond, ce que je n'avais pas fait depuis que j'étais enfant. Et c'est un livre... bon, je crois que c'est de l'écriture aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé les phrases, le rythme, j'ai travaillé chaque mot, mais j'essaie de rester au plus près de la réalité ou de ce que de mon interprétation de la réalité, qui est toujours une fiction de toute façon, de reconstruire un récit. C'est mon récit. Un de mes frères m'a dit, moi je vois pas papa du tout comme ça. Alors, c'est ma fiction à moi, c'est le récit que je me suis construit. Et voilà, donc ce récit-là, ça m'amène à donner un corps à mon père, à faire de lui un homme qui, disons, avec qui je suis en relation, tôt ou tard, vous me direz,
parce qu'il est décédé, mais est-il jamais trop tard pour entreprendre une relation? Je prétends qu'on peut entreprendre une relation avec ses morts. Et tu dis, Alors, tu dis, Louise, justement, pour la dépasser, la honte au 2e degré, la mise en abîme de la honte, voilà exactement ce que je ressentais face à mon père. Et dans ce rapport à la honte, tu fais de toi cette petite fille qui grandit, dans cette incompréhension-là de l'être absent, en quelque sorte, parce qu'il est très effacé. Mais tu finis par lui donner un corps, mais qui est le corps de ta propre réalité, en fait. D'écriture. oui, je m'invente un père, mais j'invente le père avec qui j'aurais aimé être en relation, dans le fond. Mais je me rends compte que j'ai eu une relation aussi avec mon père, mais que cette relation-là, je ne l'ai jamais vraiment explorée. Bon, ce serait vraiment très long là, d'entrer dans tout ça, et puis il faudrait que je retourne à l'album multicolore. J'étais beaucoup plus près du monde de ma mère, le monde de ma mère qui vient d'un monde cultivé, qui aimait lire, qui écrivait un peu, qui jouait du piano et tout ça. Mon père, lui, qui était à peu près illettré, alors, donc, qui était, à mon avis, beaucoup moins intéressant comme personne. Bon, mais c'est faux, dans le fond, parce que c'est mes préjugés à moi qui me faisaient penser ça. Il avait tout un vécu très, très riche, mais c'est tout le nœud aussi de la Révolution tranquille que je décortique là-dedans, où on s'est séparés de nos parents pour aller étudier et où on a laissé nos parents derrière nous en disant, ben ces gens-là, ils comprennent rien, ils sont pas instruits, ils n'ont pas lu ça, bon, ils liront jamais ça, ils sont croyants, naïvement. Donc, tout ça faisait en sorte que j'étais séparée de mon père, puis j'essaie de faire une sorte de, pas un bilan, mais essayer de comprendre, trop tard évidemment, comprendre pourquoi entre mon père et moi, ça a été une relation ratée. Alors moi, j'ai trouvé que par rapport à l'album multicolore qui était dédié à ta mère, l'album multicolore, c'est un livre justement lumineux. Oui. Et ça, c'est un livre qui est surtout toujours une recherche d'ailleurs. Tu dis, tu l'écris, ce qui me reste, c'est la certitude que je ne sais rien. Donc, c'est vraiment une quête d'explication. Est-ce que tu termines en disant l'écriture ne guérit pas, mais elle rend plus consciente? Est-ce que il y a une sorte de guérison à travers ça, ou c'est l'écriture qu'est-ce que ça t'a apporté à toi là, d'avoir écrit tout ça? Ben, justement, la conscience du manque de relation avec mon père, la conscience de la génération à laquelle j'appartiens, parce que je trouve qu'il n'y a pas eu encore beaucoup d'études de ce côté-là de la Révolution tranquille, et qu'il faudrait justement s'y plonger. La conscience aussi que... c'est terrible ce que je vais dire, mais que les gens ont le droit de se suicider s'ils le veulent. Oh, pauvre toi. Et que, qui suis-je, moi, pour dire tu n'aurais pas dû faire ça et tout, et que je n'ai pas à me sentir abandonnée par mon père. Il a fait ça parce qu'il était désespéré. C'est très dur pour les proches parce qu'on a l'impression d'être laissé, d'être abandonné, mais je n'ai pas à me sentir coupable de ne pas avoir vu non plus. Alors, c'est un certain allègement. C'est sûrement un certain allègement. Je dis sûrement parce que je ne suis même pas sûre de ça, mais
de pouvoir dire, voilà, mon père n'était pas parfait, je ne suis pas parfaite, Ah bon? c'est On savait déjà pas. un début. On ne savait pas. C'est déjà un début. Oui, parce qu'il fallait être des petites filles parfaites. Ouais. hein. Tu sais, Louise, quand je t'ai cité sur le rapport à la honte, ce que je trouve intéressant dans cette honte-là, c'est que dans l'espace filial, ce qui est tu peut être en tout cas lié à une forme de honte. Tu sais, on veut justement grandir, on veut se détacher de nos parents, de même nos frères, sœurs quand on en a et tout ça. Et donc, ce rapport-là, de la dire, cette honte-là, pour moi, elle va dans cet espace-là où comment justement, en la nommant, on peut aller justement s'en dégager et s'en détacher. Et Ben, dire, c'est une libération. Oui, c'est ça. C'est une libération. Et dire sa honte, s'avouer honteuse, mais l'écrire, tu sais. l'écrire, oui, c'est les écriresses, comme on dit. Et l'écrire, c'est vraiment, c'était pour moi, à ce moment-ci de ma vie, important. Alors, mais si ma famille, je l'ai fait lire à ma famille avant de le publier, si ma famille m'avait dit de ne pas le publier, je ne l'aurais pas publié. Tu avais Ça, besoin c'est de leur clair. consentement. Oui, ça, je ne l'aurais pas fait parce qu'on parle de ce qui est tu. Je trouve que c'est une histoire, vraiment, c'est de l'autobiographie. Enfin, c'est un récit, là, c'est pas un récit thérapeutique, c'est un récit littéraire. Mais si ma famille avait refusé, je l'aurais gardé dans mes tiroirs en espérant qu'un jour, après ma mort, le livre soit publié. Tu dis, il y a plus de 40 ans, dans La peau familière, que je n'avais pas lu ce recueil de poésie, mais brièvement, parce que c'est un petit peu trop long. Je veux comprendre, dira-t-elle, comprendre, renvoyer au silence. Peut-être cela vaut-il mieux pour l'instant. Alors, c'est comme tout un mouvement depuis ces 40 quelques années qui t'amène justement, et tu parles du père ici, le père qui n'est pas le père, tu dis même. Tu sais. Alors, c'est assez intéressant de voir justement dans tout ce travail d'écriture, ce chemin qui mène à l'homme au camion. Est-ce que tu dirais que toute écriture est un exercice de joie? Ben, justement, tu en parles. Je pense qu'il y a un lien entre l'homme au camion et exercice de joie. Paradoxalement, mon père était un homme très joyeux, qui riait beaucoup, qui faisait beaucoup de blagues, pas nécessairement des blagues qu'on fait entre intellectuels, mais c'est un homme qui riait, qui aimait rire, qui aimait s'amuser et tout. Et il avait cette joie simple-là, des gens qui n'ont pas lu Sartre, Beauvoir et tout ça, et une sorte de lien à la vie très simple. Et peut-être que parce que je vieillis et parce que je deviens plus sage, entre guillemets, je retourne à cette joie-là. Je m'autorise cette joie naïve-là. Ces petites éclaircies qui font en sorte qu'on oublie la douleur, parce que mon père est un homme qui a éprouvé beaucoup de douleur quand il était jeune. Il était capable d'abstraire cette douleur-là pour rire, s'amuser, avoir du plaisir. Merci beaucoup, Louise. Merci. Maintenant, je vais vous présenter Flavia Garcia. Flavia est originaire de Buenos Aires, mais finalement, elle a passé beaucoup plus de temps ici au Québec. Elle est plus québécoise maintenant qu'argentine. Donc, hein? Les deux. Oui, les deux. Mais quand même, tu vis ici depuis plus de 3 décennies. Hein, 40 ans presque. Oui, quand même. Hein? Alors, donc, professeure, poète, traductrice littéraire, artiste de la scène, elle a publié Partir ou mourir un peu plus loin, Mémoire d'Encrier 2016, anthologie de poésie argentine contemporaine chez Triptyque en 2017, Fouiller les décombres, Mémoire d'Encrier 2021, finaliste au prix des libraires, et Hermanas Triptyque, donc en 2025, qui vient de paraître il y a très très peu.
et c'est un magnifique recueil, ainsi que de nombreux poèmes. À son actif également, elle a l'album La Gente de mi ciudad, musique de la diversité. Elle a remporté le prix Geneviève Amion 2025 pour la suite poétique intitulée Testament, qui a été édité dans la revue Exit. Voilà. Donc, ma chère Flavia, à partir de ton dernier recueil, Hermanas, l'hommage à ta sœur disparue parce qu'elle avait un cancer, tu l'as accompagnée dans son voyage vers la mort, et vous avez fait plusieurs voyages ensemble d'ailleurs, et tu dis comment enlever à ta peau la couleur qui lui fait mal, tu lui dis ça à ta petite sœur, et donc tu l'accompagnes, et c'est très beau, c'est un très bel accompagnement pour donner tout l'amour, toute la sororité. Et en même temps, tu parles dans ce livre-là, tu vas nous en parler, mais tu parles de cette autre sœur qui s'appelle elle en italique. Elle ne parle pas, ne parlera jamais, elle ne mange pas toute seule, ne pleure pas, elle ne marche pas, elle avance en se dandinant, cherche l'équilibre. Alors, j'ouvre et je te laisse. Premièrement, je suis vraiment très privilégiée d'être ici, en si agréable compagnie, évidemment. Est-ce que je vais pouvoir dire quelque chose? J'espère que oui. En fait, ce livre-là, Hermana, c'est le livre qu'on aimerait ne jamais avoir à écrire. C'est parce que, évidemment, je l'ai écrit suite à la mort de ma sœur, qui était 2 ans plus jeune que moi. Moi, je viens d'une fratrie de 5 enfants, mais nous deux, on était les plus petites. Et il faut dire que je suis la 4e. Et avant de venir au monde, ma mère a fait 4 fausses couches, donc un avortement par opération d'un enfant mort-né dans son ventre. Donc, c'était une situation très particulière quand je suis venue au monde. Et d'ailleurs, elle n'en voulait pas, mais je suis là. Et voilà, sinon, j'ai 2 frères qui sont plus âgés que moi, dont un est décédé. Et elle, qui est l'aînée de la famille, qui avait 18 ans quand je suis née. Et elle est une enfant handicapée à 95%. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de l'histoire de Latimer. Une histoire qui s'est passée au Canada d'un père qui a tué sa fille, parce qu'elle était très handicapée. Lui voulait sauver les 4 enfants de la patrie. Et moi, suite à cette histoire-là, évidemment, j'ai eu une discussion très très forte avec ma propre mère. Et on parlait tout à l'heure de la relation mère-fille. Et moi, j'ai mis 12 000 kilomètres entre ma mère et moi. Juste pour vous dire que parfois, c'est nécessaire. Et ma mère m'a dit, tu vas me tuer avec ça. J'ai dit, oui, peut-être que je vais te tuer, mais moi, je vais me sauver. Alors, et d'ailleurs, c'est ça qui s'est passé. Donc, dans Hermanas, j'ai essayé d'écrire d'abord sur ma sœur qui est décédée, de cet accompagnement que j'ai vécu pendant sa maladie. Je voulais être avec elle tout le temps, mais je ne voulais pas être avec elle seulement quand elle suivait ses traitements de chimio. Nous, dès le début, on savait que ça allait être ça. Il a eu d'abord un diagnostic de 3 mois, mais finalement, le médecin est allé chercher 3 ans. Bon. Mais on savait dès le début que c'était très... Mais par contre, il y a eu des moments où on a cru qu'elle allait vraiment survivre, mais ça ne s'est pas passé. Mais ce qu'on voulait, c'était célébrer la vie. Donc, on s'est organisé un paquet de voyages et on s'est dit, on va aller... Et ma sœur, elle habitait en Californie, puis voilà. Donc, et puis, tout au long de ces rencontres, de ces visites que je faisais à ma sœur, parce qu'elle était en Californie, moi ici, on a parlé de l'histoire de la famille. Et dans cette histoire de la famille, évidemment, elle est venue sur le tapis plusieurs fois. Maintenant, au moment d'écrire, moi, je ne pensais pas du tout parler de elle. Parce que c'est une présence qui était vraiment très fantomatique, même autour de nous, dans le sens que c'était une personne qu'il ne fallait pas montrer, il ne fallait pas prendre des photos. Enfin, c'était quelqu'un qui habitait avec nous dans notre intimité, mais qu'on ne montrait pas du tout aux gens. C'était plutôt... C'était tu, voilà, c'était caché. Et puis d'ailleurs, moi je vous en parle aujourd'hui, je pense que c'est une des premières fois dans ma vie que
que j'en parle. Et la première fois, c'est pour écrire vraiment. Très peu de gens savaient que j'avais une sœur qui était handicapée à ce point-là. Mais elle s'est imposée dans l'écriture. Et l'écriture a ça de merveilleux que les sujets, on les cherche, on se dit, on a un plan au début, moi en tout cas. Mais on ne sait pas ce qui va s'imposer à nous aussi, qui vient d'un autre espace. Et elle s'est imposée. Alors je me suis dit, oui, je vais lui donner la parole. Je vais, pas que je la fais parler, parce que j'écris d'elle à la troisième personne, mais je vais lui donner une place. Ce ne sera pas le livre de Hermanas, nous deux, ma sœur et moi, la petite, mais ça va être un livre de nous trois. Ça va être nous trois Hermanas. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Hermanas au pluriel, mais qui n'est pas seulement... C'est ça. Tu dis mamie pour maman. Maman en Argentine, c'est mamie. Mamie. C'est ça. Toi, moi, prenons soin d'elle. C'est là que se tisse l'origine des liens. J'ai l'impression que dans ce mouvement que tu fais entre donc ta vie d'enfant, de petite fille en Argentine avec ta sœur que tu accompagnes, et elle, donc, est arrivée, elle était inévitable. Ben, elle aurait pu être évitée, mais tu as décidé donc de lui donner chair, en quelque sorte. Exactement. Tu as donné chair au fantôme de la famille. Ben, disons que je lui ai donné un corps. Oui, dans c'est ça. l'écriture. C'est ça. Dans l'écriture, je lui ai donné un corps. Et j'ai été aussi aidée par ma tante de 94 ans qui m'a dévoilé des choses de ma famille que je ne connaissais pas, mais que sa sœur lui avait racontées en confidence. Donc, l'écriture permet ça aussi, d'aller chercher des choses de nous-mêmes qu'on ne connaît pas forcément. Et quand j'ai interrogé ma tante, qui est très lucide pour ses 94 ans, elle m'a dit, OK, ta mère voulait se faire avorter de cet enfant-là et ton père n'a pas voulu. Chose que personne ne nous a jamais dit dans la famille. On pensait que c'était une décision qui avait été prise d'un commun accord. Mais bien sûr qu'il y a eu des conséquences très graves avoir gardé cet enfant-là dans la famille. En même temps, ma mère, elle vivait en complète fusion avec ma sœur aînée. Et quand je suis venue au monde, j'étais celle qui devait démontrer qu'une fille comme il faut, ça se peut. Donc ça, c'est un sujet pour un autre livre. Et c'est pour ça que tu es partie. Oui, c'est trop de vivre avec une mère qui est complètement perturbée par cette première fille qui était tellement malade. On devient tous malades dans la famille. Quelque part, on devient tous malades, puis on essaie de composer avec ça. Voilà. Alors, quand Diane et Lise, vous m'avez invité à parler de ce qui es-tu, je me suis dit, oui, dans ce qui es-tu, il y a aussi qui es-tu, c'est-à-dire qui es-tu dans ce que tu t'es, dans ce que tu ne dis pas. C'est ça. Et puis, donc, je me suis posé cette question-là, évidemment, parce que qu'est-ce qui es-tu? Qui es-tu? D'accord, j'ai vu les deux. C'est beau, ça. Et qui suis-je là-dedans, dans cette chose qu'on essaye de taire? Moi, j'étais, un bébé, et ma sœur, elle avait 18 ans. Donc, il y avait déjà toute une histoire dans ma famille quand je suis venue au monde. Et puis là, il fallait que moi, je m'insère dans cette histoire-là. Et ma sœur, et la petite, celle qui est décédée du cancer, elle avait une aversion totale par rapport à ma sœur aînée. Elle ne pouvait pas ni la langer, ni... Alors nous, on devait, parce qu'on avait des corvées quand même. Ma mère disait c'est une affaire de fille. Donc là, il faut que tout le monde s'en occupe. Donc on s'en occupait à tour de rôle. Et moi, les corvées, je n'avais pas de problème avec ça. S'il fallait nettoyer, s'il fallait faire tout ce qu'il faut faire avec un enfant handicapé qui, comme tu dis, ne parle pas, ne mange pas toute seule, ne va pas aux toilettes, rien. Donc il faut tout faire. Mais donc je négociais avec ma petite sœur pour lui dire, OK, moi je fais ça à ta place, mais après toi tu fais telle autre chose, parce que là il fallait, bon, on négociait, on était des enfants évidemment. Mais très petite, on a appris à prendre soin de notre sœur malade. Donc, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on impose à un enfant. OK, je me dis, pourquoi est-ce qu'on impose ça à un enfant? Mais pour ma mère, il ne se faisait pas de doute. Le fait que je sois partie si loin a fait en sorte que ma mère n'a jamais pu penser que j'allais un jour m'occuper de sa fille. Qui est morte âgée. Qui est morte âgée 1 an après ma mère. Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette douleur-là de cette sœur fantôme, il y a, parce que vous ne la montriez pas, vous ne la photographiez pas, ça c'est quand même assez... c'est quelque chose dans l'histoire d'une famille. Il y a cette magnifique couverture de
Flavia et de sa sœur, qui me touche profondément, vraiment. Et là, il y a de la joie, ici. Oui, parce que je veux dire, dans tout ça, il y avait de la joie aussi, il y avait de l'amour. C'était pas, c'est ça, comme dans toutes les familles. Il y avait de la joie, il y avait de l'amour. Mais il y avait toujours cette toile de fond avec laquelle il fallait composer. Donc, si par exemple on faisait une fête à la maison, bon, il fallait faire attention, cacher ma soeur, etc. Elle avait sa chambre et tout. Là, il ne fallait pas que les gens voient ou quoi que ce soit. Bon. Bon, là, la couverture, Diane, je te la dois d'une certaine façon parce que tu as insisté tellement pour cette couverture aussi. Alors, merci. Et Alain aussi, Pétel, qui m'ont aidé à ce que cette couverture soit la couverture livre. Mais pour ainsi dire, c'est ça, c'est un livre que j'aurais préféré. D'ailleurs, moi, j'étais en train d'écrire quelque chose d'autre lorsque ma soeur est décédée. Et ces livres-là, c'est comme imposé. Et finalement, je me retrouve à parler d'elle alors que je pensais jamais en parler. C'est ça. Merci beaucoup, Flavia. Alors, je vais présenter Lise maintenant, ma complice animatrice. Lise Gauvin, essayiste, critique, romancière et professeure. Elle a reçu le prix du Québec Georges-Émile Lapalme en 2018 et en 2020, l'Académie française lui a remis la grande médaille de la francophonie. Ses derniers titres sont un roman, « Et toi, comment vas-tu ?», qui malheureusement n'est pas ici ce soir. Il y a eu un petit problème de commande. Il est paru en 2021 chez le MEAC et en 2022 aux éditions des femmes. Un essai sur les littératures francophones, des littératures de l'intranquillité, en 2023 chez Cartala. Elle a publié à l'automne 2024 chez Mémoire d'Encrier, toujours, non pas toujours, je dis ça, mais c'est parce que je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. Créer, écouter, portraits d'artistes et d'écrivains et écrivaines en co-direction avec Fauzia Zouari. Elle a aussi publié chez Mémoire d'Encrier La francophonie au féminin, un espace à inventer. Donc l'ouvrage collectif dont elle parlait au tout début, qui reprend les interventions de la rencontre du Parlement des écrivaines francophones en avril 2024. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais nous sommes toutes du Parlement des écrivaines. Alors, ma chère Lise, ton récit, c'est un récit. Et toi, comment vas-tu? Question que sa mère lui posait quand elle allait la voir, à l'hôpital notamment, peut-être bien avant, je ne sais trop. Mais et toi, comment vas-tu? Une façon aussi de se protéger, de se faire poser des questions peut-être plus intimes, je ne sais trop, mais ça protège de dire et toi, comment vas-tu? C'est un récit qui va dans l'histoire aussi évoquer les femmes de la lignée de sa mère jusqu'à Lise, les filles du roi. Donc, ce qui est intéressant de ce récit, c'est qu'il passe du 17e siècle avec le personnage qui s'appelle, je dis personnage, mais comment s'appelle-t-elle? Anne? Anne, c'est ça, jusqu'à sa mère, qu'elle allait voir à l'hôpital. Elle dit, Lise écrit, « Ma mère est à jamais silencieuse, je l'appelle et elle ne répond pas. À qui puis-je parler désormais? Comment dénouer ce fil qui me tient à la gorge depuis si longtemps? » Je te laisse aller un peu là-dessus, puis je relancerai après. Alors, et toi, comment vas-tu? C'est la dernière parole que j'ai entendue de ma mère au téléphone. D'accord. Et tout de suite après, elle est tombée dans le coma. Et moi, j'étais à ce moment-là, elle était au téléphone, elle avait demandé d'arrêter les traitements. Et puis, elle m'a dit, ça va bien aller. Et puis la dernière parole, c'est, toi, comment vas-tu? Alors, c'est beau. Et le livre raconte 5 jours de veille, parce que moi, j'ai été 5 jours à l'hôpital, à la veiller, parce qu'elle était inconsciente, dans le coma. Mm-hmm. Et je raconte, il y a des récits cliniques de chacune de ces journées. Je fais des descriptions cliniques. Mais en même temps, des femmes viennent me parler, me tenir compagnie. D'abord, son double à elle et mon double à moi, etc. Et j'essaie de remonter les générations.
Donc, c'est un peu, je lisais dans le Devoir ce matin que c'était la cathédrale engloutie. En fait, il y a un texte qui a été fait à partir d'un théâtre, à partir de la cathédrale engloutie. Et nous, quand on a présenté à Paris l'adaptation de ça, moi, j'avais choisi justement des extraits de la cathédrale engloutie de Debussy pour intercaler la présentation qu'on avait faite dans une petite galerie parisienne. Et vous étiez là toutes les deux, les amis. J'étais très, très heureuse de vous voir. Bon, alors, il y a donc des récits intercalés de femmes de diverses générations, et c'est ce que la couverture essaie de rendre. Vous avez ici, c'est de, mon Dieu, comment il s'appelle c'est un auteur, c'est Edvard Munch, un Norvégien, peintre norvégien, et vous avez une personne en gros plan qui est la narratrice, qui assiste à l'hôpital, et ici, quatre personnes derrière, 4 femmes, et ça s'appelle la passerelle. Le sujet du tableau, c'est la passerelle. Alors, c'est vraiment l'histoire de la passerelle, l'histoire des femmes de plusieurs générations. J'ai choisi de les montrer au même âge, mais dans des époques différentes. Alors, j'ai des récits, des extraits à la queue leu-leu. C'est 5 femmes qui racontent leur vie à l'âge de 5 ans, c'est-à-dire dont je raconte la vie à l'âge de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et on voit à travers ça l'évolution des mentalités, le statut de la femme qui change. Et on revient constamment au sein de l'hôpital. Et puis ensuite, on entend ces femmes. Je raconte l'histoire de ces... je fais de brefs récits, comme des journées dans la vie de ces femmes-là. N'est-ce pas? Alors, c'est ça le livre. C'est ça le livre. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que ta mère t'échappe. Et tu dis, ma mère a été séparée de moi dès ma naissance. L'accouchement a été difficile, suivi de complications et de fièvre nécessitant une longue hospitalisation. Elle n'a pu m'allaiter que 2 ou 3 jours sans plus. J'ai dû aller vivre chez ma grand-mère où mon père venait me voir chaque semaine depuis Québec. Ma grand-mère et mes 2 tantes, alors célibataires, me reçurent à bras ouverts. Elles s'occupèrent si bien de moi que lorsque ma génitrice fut en état de me reprendre 18 mois plus tard, l'une d'elles osa avouer qu'elle aurait préféré qu'elle meure plutôt que de me voir partir. Et là, je trouve qu'il y a un nœud ici, il y a quelque chose d'assez intéressant sur justement cette séparation-là, et comme si, dans ton rapport à ta mère, dans ce qui t'échappe d'elle, se fait dès cette séparation de la naissance. Ben, je crois que oui, je crois que c'est possible. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de rendre, parce que je crois que ma mère est, malgré tout, restée pour moi une inconnue. Je veux dire, si j'écrivais, j'ai écrit d'ailleurs un texte là-dessus, mais je l'ai rendu de façon aussi parce que les femmes qui interviennent, dont je parle, elles parlent avec des pronoms différents. Et ma mère, elle est toujours mon double, et elle parle au vous avez fait ceci, etc. Ma mère, elle est l'autre. Pour moi, elle est toujours l'autre, elle est restée l'autre. Alors que la grand-mère, c'est le tu. Elle est toujours restée énigmatique, en quelque sorte. Énigmatique, oui, énigmatique. Et bon, c'est comme ça, mais je n'y peux rien. Je n'ai pas... c'est peut-être aussi une question de culture, de génération. Les femmes ne se confiaient pas trop, elles n'ont pas osé tout dire. Et voilà. Et j'invente aussi l'histoire de la première qui est arrivée, la fille du roi, en 1665, à 15 ans, et qui était là pour fonder, fonder une famille, et puis qui a eu 8 enfants. Et là, je la mets au jeu parce que c'est vraiment une fiction. C'est-à-dire que c'est à partir de faits réels, quand même, authentifiés, mais je lui invente un peu une vie, là. D'accord. Voilà. Alors, je joue avec les pronoms, puis je voulais montrer l'existence, la différence dans la vie des femmes à ces époques. Ça a tout changé. C'est ça. En tout cas, on est beaucoup dans l'affiliation. Oui. Oui.
Alors, raconte-nous, tiens. Bon, dans la filiation, on continue. Ouais. On continue dans la filiation. Alors, vous avez un très beau livre qui parle de filiation ici, qui s'appelle Ici l'ailleurs. Non. Non. Pas ici. Elle voudrait l'ailleurs encore. Pourquoi j'ai dit ici l'ailleurs? Je sais pas. Est-ce que c'était un titre de livre? Ici, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être. Non, je sais c'était une pas. collection, ça. Ah oui, Ici, c'était la l'ailleurs. collection de chez Le Méac. Chez Le Méac. Oui, Ah oui, j'ai c'est vrai. collaboré à ça. Ici, d'ailleurs. Moi, j'ai fait un livre Justement. aussi. J'ai fait un automne à Paris dans cette... Bon, excusez-moi. Alors, elle voudrait l'ailleurs encore. Bon, on est en plein dans la filiation. Mais Diane Régimbal, elle vit à Montréal et à Ogden, en Estrie. Elle a publié une douzaine de livres, dont 8 recueils de poésie, au Norrois notamment. Et elle voudrait l'ailleurs encore. C'est publié en 2024, Grand Prix québécois du Festival international de poésie 2024. Et elle publie aussi Au plus clair de la lumière en 2021, Sur le rêve noir en 2016, L'insensé rayonne 2012, coédition avec l'Arbre à parole. Elle est finaliste au prix Poésie du gouverneur général du Canada. Et en France sont parus à l'Atelier des Noyers, Échographie, qui a été finaliste à la sélection définitive du prix Mallarmé 2024. Ensuite, Cœur d'orange 2020, Au petit flou, C'est bon. Toi pâle au soleil brûlant, de mer encore. Bon, alors on est en plein dans l'idée de filiation de mère. Et tu commences par citer, un de tes premiers sous-titres, c'est « Une fille does not matter ». Et tu as voulu montrer, tu dis, l'effacement orchestré de nos corps de femmes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. De cet effacement. Avant tout, je veux mentionner que ce livre-là est accompagné de 9 œuvres de Sophie Lanto, qui est dans la salle. Magnifique dessin. Et elle a vraiment choisi des œuvres en fonction des textes. Alors, je suis très, très heureuse et choyée d'avoir eu Sophie avec moi pour ce livre. Oui, ben écoute, une fille doesn't matter, c'est de dire qu'on a et on considère toujours dans ce monde dans lequel on vit, le monde entier, comme une fille n'est pas importante, n'a pas de statut. Et ici, oui, nous en avons un, on a la chance d'avoir un statut, mais une fille sans importance, c'est dans beaucoup plus de pays du monde qu'on le pense, et c'est vraiment extrêmement douloureux à porter comme femme, comme fille. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire ce projet, je suis partie du décès de ma mère. J'ai fait des suites qui sont à l'intérieur du livre, mais à un moment donné, j'ai eu cette idée de mettre dans, je pense que c'est 134 langues, une fille, une mère, pour qu'on voit, bon, c'est un petit peu plus court du côté d'une mère, mais j'avais envie justement qu'elle soit nommée dans différentes langues du monde. Donc oui, ce rapport-là, pour moi, ça a été de dire qu'est-ce que c'est qu'être une fille, qu'est-ce que c'est qu'être une mère, et le poids de ce que c'est qu'être une mère et ce qu'on en fait. Et moi, comment j'ai rencontré ma mère après sa mort. Je la rencontrais avant, mais disons que la rencontre après sa mort a été vraiment très importante. Tu dis « j'enfante ma mère morte ». J'enfante ma mère morte, oui. C'est fort, ça. Oui. C'est beau. Oui. Ouais, mais ça vient avec l'écriture. C'est ce que ça fait, l'écriture. Ça fait bouger des choses en soi qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est comme si la langue, comment on la porte, comment tout le dictionnaire qu'on a de la langue en soi, puis comment on arrive justement à entrer dedans et à le creuser pour arriver à dire « j'enfante ma mère morte ». Donc, je lui redonne, je lui donne quelque chose. Je lui donne quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté?
porter. Tu dis, je suis une fille d'elle. Oui, je suis une fille d'elle parce que, ben évidemment, comme le disait Louise, Denise est un peu comme ça, Marielle, sur non, la mère, non. C'est que le rapport à la mère, c'est un rapport qui n'est pas facile, qui ne se donne pas. C'est une relation qui ne se donne pas. C'est une relation filiale qui est complexe, très, très complexe, dépendant en tout cas de son histoire, mais pour plusieurs filles, je pense que c'est complexe et c'est très, très, très sensible, très émotif. Et donc, dire que je suis une fille d'elle, c'est que je suis, avec les années, devenue une fille d'elle. Je pensais que j'étais une fille sans importance et je suis devenue une fille d'elle. Voilà. Et tu dis aussi que c'est justement la sortie de toi tient du miracle. Et parce que toi, tu parles aussi de ta relation comme mère Oui. à une fille. Donc, c'est Oui. tout. C'est ça, cette permutation que je fais. C'est le sujet du livre. Oui, c'est ça. C'est de dire que moi, comme mère, je me rends compte qu'une mère n'est jamais assez. Alors, on pense... Moi, j'ai eu un enfant à 20 ans, ma mère m'a eu à 19 ans, donc je m'imaginais, moi, que c'était pour devenir mon meilleur ami, mon fils. Eh bien non, hein, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe, donc, dans cette relation-là de mère et d'enfant? C'est que on demande tant à la mère, on lui demande d'être tout, et en même temps, elle ne sera jamais assez. C'est ce que j'écris dans le livre. Est-ce que tu as réussi à être une mère nouvelle? Tu sais pas. Tu peux Ben, pas dire. Ben non, je peux quand même dire que mon travail, je pense qu'avec l'écriture, l'éducation, je pense que l'éducation est très importante, et puis les valeurs aussi. Donc, et aussi l'amitié, ce qui nous ouvre à l'amitié permet justement de quitter l'espace essentiellement filial, l'espace d'aliénation qu'on peut avoir dans un espace filial pour aller ailleurs et revenir vers ses enfants avec une distance. J'ai toujours considéré que sans la distance, on ne peut pas être soi et se rendre compte que ce qu'on est comme fille ou comme mère, mais dans cette distance-là, nous permet justement d'être plus libre. Et donc, c'est ce que je souhaite dans ma relation avec mes enfants. D'ailleurs, il y a dans tout le livre, c'est le sujet aussi d'ailleurs, c'est-à-dire l'appel d'évasion, le jeu, tu dis que la fille déploie ses ailes d'assoiffée. Il y a un besoin d'ailleurs, un besoin d'autre chose et partagé par la fille et la mère. Oui, ben partagé par la fille et la mère, partagé beaucoup par la fille, la mère, disons, dans ses obligations de femme qui a 25 ans, 5 enfants, est quand même assez prise dans un espace restreint, mais qui, en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui évoluent dans tout ça. Il faut dire aussi que moi, comme Louise, ma mère, c'est elle qui a choisi la fin de sa vie. Mais je ne dis pas qu'elle s'est suicidée puisqu'elle était à la fin de sa vie. Elle n'était pas en plein dans l'essor de sa vie. Donc, elle a choisi la fin de sa vie parce qu'elle était malade et elle ne voulait pas souffrir, elle ne voulait pas faire souffrir. Et donc, c'est quelque chose qu'elle nous avait déjà dit, mais auquel je pouvais pas croire à ça. Et donc, mais elle est arrivée à cette décision toute seule dans le secret. Parce qu'il y a beaucoup de secrets dans ce qui tue. Hein? Alors, et je pense que l'écriture travaille justement ça, ces secrets-là, sans nécessairement toujours vouloir tout dévoiler. Ça, je pense que c'est important que ce soit dans une discrétion, selon qui on est et qu'est-ce qu'on veut offrir aussi de nos textes. Mais voilà. Donc, il y a dans tout ton recueil une grande énergie, une soif de vivre. Dans Échographie, d'ailleurs, qui est un autre très, très, très beau livre, là, tu parles d'une méduse en fête et tu écris « Tout est possible ».
Et on a l'impression que, c'est ça, malgré tous les malheurs, malgré tout, il y a cette énergie, cette soif de vivre qui traverse ton écriture. Ben oui, mais en fait, c'est que malgré toutes les heures, toutes les douleurs du monde, tout ce qui est angoissant dans le monde, pour moi, je demeure une fille avec une soif de vivre très importante. Donc, pour moi, ce rapport à cette méduse, en fait, c'est à partir d'une image que j'ai écrit ça. Mais c'est important, justement, d'être ancré dans la vie et de savoir comment je sais pas, avoir une gratitude, je dirais. Alors, on est très content d'être une amie parce que tu nous communiques cette énergie et cette soif de vivre. Alors, je crois qu'on en est arrivé à notre petite lecture. On va lire les unes après les autres un petit extrait. Ben oui, comme vous voulez, en ordre, désordre, comme ça vous tente. On va commencer par Flavia. On va aller ensemble. Flavia. On va garder la visite pour la fin. OK, on commence par ici. De quoi je me mêle? C'est pas moi Tu qui fais de la co-animation. Ben c'est ça. C'est hein. ça. Pas de la ça de coco. Alors moi j'ai choisi les passages où il est question de ce qui est tu, c'est-à-dire de elle, mais j'aurais pu choisir peut-être des passages aussi de 95% du livre où on parle de mon autre sœur, mais j'ai choisi vraiment les passages qui parlent de ma sœur malade. Vacances au bord de la mer, papi, mamie, elle, les eaux froides de l'Atlantique Sud, les vagues, les petites, les grosses, les moyennes. Un petit corps à quatre pattes devant nos châteaux de sable décorés de coquillages, des montagnes enchantées partent au moindre vent. Faut ajouter de l'eau, bâtir des remparts, un pont-levis, des pas lourdes, les mains pleines, l'abondance, partout de l'amour. Un petit sourire pour la photo, les filles, le Kodak de mamie, clic, clic, toi, moi, pas elle. Aucune photo d'elle, mamie ne veut pas. Notre bonheur à 6 et 9 ans, souffle sur les embruns, les attraper, faire durer notre paradis, ce temps antérieur au temps. Elle reste toute seule, ne sort jamais de la maison, louée pour les vacances, dure de la montrer, et puis l'air marin la rend nerveuse, et nous, sa présence. Son matelas est recouvert d'une housse en plastique. Les draps sentent la pisse parfois. Elle sent la pisse parfois. Gavage, toilette, surveillance, le regard à la dérive. Mamie raconte qu'un jour elle a dit maman, par ce mot est entré dans le monde, au moins une fois. Ça tient à l'illusion, au désir. Elle joue avec les rayons du soleil, sourit. Nous reconnaît-elle? Surtout mamie, oui, mamie, c'est sûr, peut-être. Elle a un faible pour les livres qu'elle ne lira jamais, les déchire, emmanche les feuilles, les recrache quand il ne reste plus de mots, la bouche dégoulinante de bave d'encre. J'apprends vite à les placer loin de sa portée. Je ne veux rien savoir du Père Noël. Je n'aime ni sa barbe, ni ses yeux, ni ses cheveux blancs, ni son costume. Je n'ai rien à faire de ses cadeaux non plus. Et voilà que je l'aperçois sur le toit plat de notre maison. Il nous regarde d'en haut, se tient droit, tout en sueur, dans son costume infâme. Je pleure, me rebiffe, m'agrippe aux jambes de notre frère, alors que toi, tu entames la conversation avec lui. On dirait que tu le connais de toute notre vie. Tu lui demandes ce qu'il fait là, ce qu'il nous apporte. Surprise, ho ho ho! Je vois descendre une piscine en toile, immense, difficile à manipuler. Elle descend au bout d'une corde, nos frères l'attrapent. Lui disparaît aussitôt. Puis papy, baigné de sueur, fait son apparition, se sert un verre, allume une cigarette. Il le savait pour elle, avant sa naissance. Papy n'a pas voulu d'un avortement. L'église
la petite croix sur la blouse blanche de sa mère, le crucifix au-dessus du lit. Toute la vie, ils ont porté le poids de la foi. Mamie tient à son équeko sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Bonhomme en terre cuite de petite taille, moustachu, ventru, la bouche ouverte, une cigarette entre les dents, allumée chaque vendredi. Fumer lui donne du pouvoir. La tête dans sa nuque, colia, aux couleurs vives. Petit Dieu andin de l'abondance au foyer, de la santé, du travail, de l'énergie. Des billets ornent sa poitrine. L'argent ne manquera pas. Un collier autour du cou, d'où pendent les petits sacs d'épices, des graines de riz, de haricots, de plantes séchées contre les mauvais esprits, les rhumes, la fièvre. Un épi de maïs, une flûte des Andes, remplit la maison de bonheur, attire la bonne chance, éloigne la méchanceté. Plus il est chargé, mieux c'est. Le pain ne manquera pas non plus, ni la joie. Il peut beaucoup pour tout, sauf pour elle. Nous l'amenons aux toilettes, l'assoyons sur la cuve, ouvrons le robinet du lavabo, attendons que le bruit de l'eau réveille l'eau en trop en elle. C'est un rituel. Moi, assise sur le bidet, elle, sur le bord de toilette, toi, plus loin, sur le rebord de la baignoire. Nous l'empêchons de se lever, la surveillons, prêtons l'oreille. Après de longues minutes, nous entendons avec plaisir le liquide tiède s'écouler entre ses fesses. Les grandes filles ont des poils au pubis. Ça nous fait rire. Fermons le robinet, l'essuyons, la reconduisons dans sa chambre. La corvée est terminée. La photo de la Vierge au-dessus de son lit veille sur elle. Une immense tapisserie en papier peint couvre l'autre mur. Une forêt tropicale. Ça et là, des colibris. Tout s'est joué bien avant que nous soyons au monde. Je pense au 99. Mamie a compris. Maudit. Accepté. Renoncé. Mamie, toi, moi, prenons soin d'elle. C'est là que se tisse l'origine des liens. Je continue. Alors, une belle journée, tout est devenu clair. Je suis tombée sur une planche de peanuts où Charlie et Snoopy sont assis l'un à côté de l'autre sur un quai, devant un lac d'une parfaite tranquillité. Charlie dit « Un jour, nous allons tous mourir. » Et Snoopy lui répond « Oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. » Comme souvent, la réponse que j'attendais depuis des années m'était donnée sans effort, sans recherche particulière. J'ai voulu retourner au texte original et j'ai constaté que, en anglais, la réponse de Snoopy diffère de celle de la traduction. True, but all the other days we will not. J'ai aimé la négation. Elle apporte une autre nuance et j'ai pleuré et pleuré en pensant à mon père. Sauf le soir du 5 mai 1981, il ne mourait pas. C'était un homme bien vivant, certes déprimé, mais qui restait tout de même rieur, blagueur, joyeux. Pourquoi ces derniers moments devraient-ils effacer tous les autres? Car la mort n'est pas l'aboutissement de la vie. Elle n'est qu'un instant à passer, un point de rupture. Elle n'explique rien. On ne peut justifier l'adage « on meurt comme on a vécu », quand, autour de nous, on observe le contraire. Tout ce qu'on peut espérer, c'est de mourir sereinement, sans trop souffrir, en laissant à ses proches une image réconfortante. Mais qui peut nous en assurer? Dans nos derniers moments, cette pensée ne nous traversera peut-être pas l'esprit. Les personnes qu'on a aimées
auront peut-être disparu de notre mémoire. On aura oublié qu'on a été un père, une mère, un mari, une épouse, un grand-père bienveillant, une grand-mère gâteau, un frère ou une sœur, un ami attentionné, un bon vivant. Le passé sera complètement dissocié du présent. On aura perdu la mémoire. On sera seul et nu, comme lors du terrible trajet qui nous expulse du ventre de notre mère. L'être humain est si fragile. Comment apprendre à voir venir les moments où tout risque de basculer? Comment prendre soin de son âme? Avec le temps, j'en suis venue à considérer la partie souffrante en moi comme un enfant que je bercerai, protégerai, consolerai. Alors, et toi, comment vas-tu? Donc, vendredi, 13h. Elle est étendue dans une chambre située près du poste des infirmières. Elle garde la bouche ouverte. 2 tubes reliés à une bouteille d'oxygène sont fixés à ses narines. Sa respiration est régulière. Des taches noires aux bras et aux mains gardent la trace des injections reçues. Des mouvements saccadés, comme des tics nerveux, agitent ses pieds. Mercredi, le médecin m'a téléphoné pour me dire que ma mère avait demandé d'arrêter les traitements. Puisqu'elle était lucide, il devait respecter sa volonté, ce qu'elle m'a confirmé elle-même au téléphone ce jour-là. Je veux partir et vite, ton père a eu cette chance. J'ai admiré son courage. Sachant qu'elle resterait fortement handicapée et qu'elle ne pourrait plus retourner à sa résidence, elle avait pris cette décision. Elle ne voulait être à la charge de personne. Je lui ai parlé de nouveau jeudi au téléphone. Elle m'a alors dit d'une voix pâteuse, « C'est difficile, ce n'est pas facile, mais ça va bien se passer. » Puis elle a enchaîné, « Et toi, comment vas-tu? » Elle est depuis ce temps dans un état comateux. Mon fils est allé la voir un peu après notre téléphone et il l'a trouvée inconsciente. Je suis arrivée de Montréal ce matin. Le médecin lui donne de 24 à 48 heures. Sa respiration est régulière. Ses traits sont de plus en plus creusés. Je la reconnais à peine. Seul un fil ténu la rattache encore à la vie. J'humecte ses lèvres avec un coton-tige. J'ouvre peu à peu la boîte aux souvenirs, guidée par ma mémoire généalogique. M'entendra-t-elle? Et je donne un petit extrait un paragraphe de la vie de la petite fille de Anne Magnan de 1656, alors qu'elle a 5 ans, c'était l'ancêtre, la première. Une petite fille une orpheline vient tout juste d'arriver à l'hôpital général de Paris, récemment créé par le pouvoir royal pour servir à la fois d'hospice et d'orphelinat. Elle s'appelle Anne. Père et mère décédés, ses parents d'adoption affirment ne plus avoir les moyens de la nourrir en ces temps de famine et d'épidémie, car ils ont d'autres enfants à charge. Ils déposent près d'elle un baluchon concernant ses effets, parmi lesquels une capeline, 2 chemisettes et quelques dessous. On l'a habillée d'une robe de bure et chaussée de sabots neufs. L'homme a attaché sa charrette et a déposé le lit de bois qui accompagne le don de l'enfant. Anne a assisté à ces préparatifs avec étonnement. Elle n'a pas compris pourquoi elle était la seule à quitter la maison ce jour-là. Ses demi-frères et sœurs étaient confiés à la garde d'une voisine. Elle est partie à l'aube sans pouvoir les saluer. L'endroit où l'Allemagne est la maison de la Pitié, un bâtiment à l'allure sévère réservé aux petites filles. Elle y est accueillie par une religieuse qui inscrit son nom dans un grand registre, ainsi que son lieu de baptême, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Ses parents adoptifs la quittent après avoir apposé une croix dans ce même registre en guise de signature. Bon, alors, un peu plus loin, Anne est effrayée par la dimension des pièces, dans lesquelles le bruit des pas est amplifié par l'écho. Elle a l'impression que tout cela se déroule en dehors d'elle-même. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle espère qu'on reviendra la chercher et qu'elle retrouvera ses frères et sœurs. Cette famille est la sienne, elle n'en connaît aucune autre.
On lui a pourtant expliqué qu'elle irait vivre avec d'autres enfants dans une grande maison. Il lui semble même avoir entendu qu'il s'agissait d'un bâtiment presque aussi important que le Louvre où habite le roi. Elle rêve de beaux habits, comme elle en voit passer parfois dans les rues. Elle a 5 ans, bientôt 6, encore tout à apprendre et à explorer. De mer encore. Au jour parcouru de durs orages, ombre lumineuse que forme le cœur de mer vivante après sa disparition. J'ignorais que je deviendrais fille hors d'elle, un battement vif, une niche de liens inextricables, imaginés, décousus. Sa main dans la mienne pour notre dernière marche à l'étang, chemin de sable noir qui endigue l'avancée de l'eau. Fleurs au soleil, tulipes, lys, roses, s'enlacent pour son apaisement. Je ne vois qu'éveil de son regard, ne peux oublier hier, reconnais ses jeux de mots, sa bouche, ses yeux jetés sur des gestes incompris. Je creuse dans les ardoises ce qui nous lie. Là s'inscrit son assise mauve, ces traces où glisse l'eau que je bois enivré. J'arrive à lire les signes qui la composent, j'arrive à graver en moi son seuil. Ses cheveux noirs jets, caressés par mes doigts, elle m'offre 10 sous, je veille plus tard. 1 heure à les coiffer dans le velours d'un arrêt du temps, 1 heure à lui donner des frissons de tête. J'avance nébuleuse avec elle dans ses jupes, j'appuie ma tête entre ses jambes, laisse le battement courir, je me permets la nuit. Elle ne sait pas mes yeux fermés, elle ne sait rien de ma fantaisie, l'aimer. Et Ulysse. Un extrait du milieu à peu près. Pénélope, dans un lointain hier, est morte. Sa fille s'est alors mise à écrire insolemment. Contre la pensée, la parole, la même langue, convenue de sa mère. Hurlant sarcasme et violence, hurlant affolé par les dangers de la phrase. Aujourd'hui libre, enfin presque, puisqu'encore pourchassé, emmêlé à des charges d'eau, et Dieu, immuable, néanmoins inapaisé. Oui, la mère une fois morte, la fille écrit, criant, hallucinée, par ce qu'elle aligne, ne laissant plus en elle aucune place ni aux pleurs, ni au remords, ni à l'improbable grâce, ni au son obsédant rauque de la voix par instants, insidieusement, caressante, languissante de la mère, coupable de rien. Et pourtant, terre à tout de l'antique passé sacrifié de sa mère. Sous silence, l'opacité des ans, qu'on dirait d'emprunt, cette part d'elle, sans biographie, dorénavant révolue. Mais où se cache cette part tronquée d'une vie? La terre souffrante traverse ses tympans. Dedans, dehors, c'est insondable. Tant de flèches fusent de partout, furieusement vides. Ulysse n'a pas encore repéré la cache du souffle fin, de l'après. Moins encore, l'offensive et précieuse aube. Même morte, la mer frénétique, jusqu'au bout, ses tentatules totalitaires. En pleine overdose de mémoire, la fille, ce qui lui apparaîtra un jour contre nature. Écrira davantage, s'acharnera contre nature, sa rage démesurée, pour que quelque chose comme une opacité de plomb se rompe, enfin, dans le couloir de sa gorge, pesamment chargé de couteaux. Coulisses
d'un minuscule théâtre d'écho. Je vais vous lire le début, un peu du début de Vers la mer, et ensuite j'irai au milieu. Alors, j'ai du mal à le dire fort, mais est-ce que vous m'entendez? Oui? Ok. Tombe la nuit et je tombe dans la tristesse. Solitude d'aîné sur sa barque. 7 ans, je te porte encore en moi. J'étais ton visage, ta légèreté virile et jeune, animale gracieuse. Dans ma poitrine, comme un souffle, s'est perdu. Mon cœur, voyant la côte, s'est apaisé. Dans ce paysage, comme si c'était ma maison la plus ancienne. Voyant les îles et la mer nue autour, olivier et mer des oliviers, j'ai vu le nageur nu plonger, ne pas revenir. Voyageur léger, son âme seule pour bagage, cherchant l'aventure bonne ou mauvaise, qu'un Dieu veille maintenant. Là où j'étais, je suis, disais-je, où je ne suis plus. Dans la ville moderne, sans défaut, la poésie est morte. Dans la ville où j'ai laissé mon cœur. À l'américaine, ni cœur, ni centre, voiture luxueuse, dispersion neuve. Dans la langue où je vais, où je ne veux pas mourir. Maintenant, je vais comme tout le monde, je dors dans le métro, dans le désordre de la vie, presque une sur l'épaule de son voisin. Avec ce peuple d'amis, tous mes parfaitement familiers et parfaitement étrangers. Soudain, comme un cri de jouissance, non, les rails. Un battement de cœur à ma fenêtre, un oiseau triste et délicat, un souci, une douleur. L'amour fou, noire colombe, herbe verte, la voix qu'on a perdue. Au paradis, seul je te pleurerai, dit le poète, car il est trop tôt, mon amour, il est trop jeune ce siècle, et pour toi et pour moi. Mon rêve, l'œuvre du cœur, ta vie dans la mienne, c'est défaite. À la vitre, au dehors, heurté, arraché, privé de parler, et acquis en langue française, aveugle et sourde dans la langue. Douleur et violence sans nom, la valve du cœur s'est déchirée, le cœur s'est décollé. Voilà. Merci beaucoup à la livrerie, Anne, de nous recevoir si chaleureusement. Merci. Merci. Merci à vous toutes et tous d'être là, malgré nos problèmes de transport. C'est vraiment très touchant de voir que vous êtes vraiment nombreuses et nombreux. Merci. Et merci à toi et à Lise. Merci. On aurait pu continuer très longtemps, mais voilà. Voilà. C'était déjà très généreux. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment. Merci. C'est un grand plaisir de vous avoir. Merci. Alors, Partagez votre- il y a les livres qui sont là, si ça vous intéresse. En ce qui a trait au livre Vers la mer de Marielle,
Si ça vous intéresse, ben vous venez la voir parce que c'est pas distribué ici. Alors, je les ai apportés. Voilà. Voilà.